Certaines franchises sortent des jeux absolument chaque année. Après tout, si NBA 2K20 existe, c'est pour y jouer en 2020. En fait, surtout en 2019, parce qu'après 4 mois, j'avais déjà trop joué. Si des studios comme Rockstar prennent presque une décennie pour sortir des jeux incroyables, Ubisoft est là pour nous rappeler qu'attendre 10 ans, c'est peut-être pour le mieux. Le phénomène des jeux annuels n'est pas nouveau. Plusieurs compagnies essaient de faire passer ça comme un cadeau qui vient combler un vide existentiel chez les joueurs, mais la seule vraie raison de faire un jeu par année, c'est l'argent. Call of Duty, c'est la série annuelle par excellence. Depuis 2003, il y a eu au moins un jeu par année sans aucune exception. C'est une licence tellement puissante que même si un jeu est nul, 90% des joueurs vont juste se dire « Les 12 prochains mois vont être longs ». 10% des ventes de codes sont à des fans de jeu, le reste, c'est des victimes du syndrome de Stockholm. Par contre, la série a beau être annuelle, le niveau de production est quand même très présent. On peut dire ce qu'on veut, mais ça reste une expérience AAA. Peut-être pas une bonne expérience, mais une expérience quand même. Le côté cinématique des campagnes, c'est par moments tellement impressionnant. Il y a des passages à couper le souffle et des passages à couper. Point. La création des jeux Call of Duty repose sur une alternance de développeurs qui a longtemps été entre Infinity Ward et Treyarch avant que Sledgehammer se joigne à la rotation en 2014 après avoir aidé Infinity Ward sur Modern Warfare 3. Attention, pas Modern Warfare 3, mais bien Modern Warfare 3. Les noms font plus aucun sens. C'est la même franchise. Pourquoi est-ce qu'une des deux branches est rendue à Black Ops 7 et l'autre a juste 2 trilogies Modern Warfare? Je comprends vouloir amener l'aspect nostalgie pour faire des ventes, mais au moins, il aurait pu s'appeler, je sais pas, Modern Warfare. Le pire, c'est qu'à la base, Modern Warfare 3 était censé être seulement une expansion de Modern Warfare 2 sortie l'année d'avant, mais Activision a changé d'idée et demandé à Sledgehammer de le transformer en jeu complet. En 1 an et demi au lieu de 3. Les développeurs n'ont pas aimé. Les joueurs non plus d'ailleurs. C'est la moitié du temps que ça a pris pour faire Black Ops 4 qui avait même pas de campagne. Ils ont beau dire que c'était le plan depuis le début, le online a toujours fait partie de l'expérience Call of Duty. Pourquoi c'est le même prix? Juste parce que vous aviez 2 fois plus de temps à mettre sur le multijoueur veut pas dire que vous avez mis 2 fois plus d'efforts. On a tous fait des travaux d'école. Mais Call of Duty a évidemment pas inventé le concept de la sortie annuelle. C'était même la norme pour les jeux de guerre avec le gros pilier du genre Medal of Honor de 2002 à 2007. Par contre, quand c'était évident que la série perdait la guerre contre les Call of Duty et Battlefield de ce monde, ils ont changé de stratégie et pris leur temps. Les jeux de 2010 et 2012 ont été les meilleurs vendeurs de la franchise, mais c'était pas assez vu l'augmentation du coût de développement. Non, la meilleure façon de ne pas avoir de compétition, c'est d'avoir l'exclusivité. Ah, les jeux de sport! Quelqu'un peut vraiment me dire la différence entre FIFA 15 et FIFA 16? Les deux sont PES 14. Les jeux de sport sont tellement une machine à imprimer de l'argent, ils sont vendus plein prix, le même prix que les plus grands jeux de l'histoire qui prennent des années à faire, alors que c'est des copier-coller. Sérieux, tout dans le jeu est déjà fait. Pour les développeurs, c'est le jour de la marmotte. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à chaque année, un gars crée manuellement Lionel Messi? Avant, il y avait une justification logique d'être annuel qui est plus du tout logique. Dans le sport, d'année en année, il y a des changements de formation, des joueurs échangés, des retraites, des nouvelles recrues, mais maintenant avec les mises à jour, s'il y a des changements durant la saison, c'est modifié en temps direct. Même dans l'évolution du jeu en général, il y a 30 ans, tellement d'éléments devaient être encore améliorés. C'était bien pour l'époque, mais bon, j'avais beau être impressionné par NHL 99, j'étais aussi impressionné par Superman 64. Wow, sa cape à bouge! Ou c'est un bug visuel? Mais pour des jeux de sport concrets, c'est réel. Une fois que tu as un gameplay bien fait et des beaux visuels, qu'est-ce que tu veux réellement ajouter? Allez chier! Au moins, j'ai trouvé une utilité pour les 5-6 boîtes que tout le monde a chez lui qui traînent. Moi, je m'en sers comme sous-verre. Un sport dans une série isolée, mais qui a aussi été gâté, c'est le skate avec les jeux Tony Hawk's de 1999 à 2010. Ici, on peut voir l'évolution de l'époque où 1 an de développement était assez de temps pour faire un très bon jeu à... Imagine te fouler la cheville en jouant à Tony Hawk's. C'est une série où les pro skaters et underground amenaient de la nouveauté au début, mais la qualité allait en descendant, avant de juste profiter du nom pour sortir le plus de merde possible pendant qu'Activision avait encore les droits.
Sauf que savoir s'arrêter, c'est impressionnant si ça vient de toi et que tu t'arrêtes au sommet. D'arrêter parce que les ventes sont décevantes, tout le monde est capable, même Guitar Hero. L'époque des jeux de rythme a été fascinante avec 2 grosses franchises qui comptent presque pas dans les jeux annuels parce que... c'est quoi ça? En 2009, t'avais le choix entre être un fan de Guitar Hero ou voyager. On dirait vraiment 2 compagnies qui ont vu leur compétition sortir plein de jeux et se sont dit « Oh, les bâtards vont saturer le marché! Aussi bien le faire en premier. » C'est pas un motif pour sortir 17 jeux en 6 ans, c'est une raison pour trahir son allié à risque. Rock Band est un peu moins pire. Staline est moins pire qu'Hitler. Ça veut pas dire que je le veux dans mon salon. Le problème, c'est qu'en venant avec une grosse guitare en plastique, c'était évident que ça allait finir par être vu comme un gadget passé date. Les gens ont rapidement arrêté de trouver ça cool. Si c'est arrivé en 6 ans pour des instruments en plastique super bien faits, combien de temps ont survécu les foutus Skylanders? 6 ans aussi. Avec le nombre démesuré de figurines Skylanders produites, c'est quand même fou de penser qu'entre 2011 et 2016, Skylanders a probablement tué plusieurs tortues. Mais on peut pas parler de compagnie assoiffée de profit sans parler d'Ubisoft. On peut pas? Just Dance, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Après 58 à acheter Just Dance, ça commence à ressembler à la phase intense qu'on a tous eu de manger souvent au McDo pour un jour prendre une bouchée et se dire que finalement c'est un peu de la merde. Depuis 2009, Just Dance, c'est vraiment un des cas de jeux annuels les plus impersonnels. Je veux dire sérieux, quelqu'un a un Just Dance préféré? Je m'ennuie de Just Dance 2016. Pourquoi? Pouvoir danser sur Hips Don't Lie de Shakira? Faites comme mon grand-père faisait et allez sur YouTube pour ça. Mais s'il vous plaît, contrairement à lui, portez des pantalons. Plusieurs raisons expliquent la survie dans le temps de la série. Pas besoin de gros jouets en plastique, mais aussi c'est plus pour les membres de la famille des gens qui ont la console. Le jeu a été vendu sur Wii jusqu'à Just Dance 2020. Et c'est pas surprenant vu tous les gens avec une Wii qui traînent à la maison. Ben voyons, qu'est-ce que ça fait sur le sofa? Par contre, c'est surprenant que la version Wii était la 2e la plus vendue. Voyons donc, tabarnak! C'est quand même hilarant que la version Wii U a arrêté 1 an avant avec Just Dance 2019. Aucun parent devrait voir son enfant mourir, sauf si cet enfant est la Wii U. De 2009 à aujourd'hui, la formule de base n'a pas vraiment changé, même si maintenant c'est un live service où après avoir acheté le jeu de base, tu peux payer 5$ par mois pour Just Dance Plus et avoir accès à beaucoup trop de chansons. J'ai déjà oublié d'annuler mon compte Netflix et je me trouvais stupide de payer dans le vide après avoir écouté Breaking Bad. Imagine le faire parce que tu voulais te shaker le cul sur Baby One More Time. C'est de l'argent tellement facile pour Ubisoft, il n'y a presque aucun changement, c'est les mêmes effets de lumière depuis des années, au moins pour Assassin's Creed, oui, la série fait du surplace, mais il y a un certain effort. Des fois. De 2009 à 2015, il y a eu 8 jeux principaux en 7 ans. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un nouveau Assassin's Creed chaque année? C'est pas nécessaire de payer 60€ pour vivre la sensation de tuer. Mais c'est vraiment mieux. Mon avocat veut que j'insiste sur ce point. Je vais le dire tout de suite, les jeux Assassin's Creed sont en bonne partie des bons jeux. La série compte des millions de fans et c'est pas pour rien. Mais comment une aussi grosse franchise a pu accepter ça? Comment? Probablement parce que c'est plus facile de s'excuser pour l'état d'Assassin's Creed Unity et offrir un DLC gratuit que 80% des joueurs auraient pas acheté de toute façon. Le problème de produire un jeu annuellement, c'est que ça t'empêche de progresser, ça t'empêche de prendre des risques. C'est beaucoup plus long avoir une idée originale, la développer, l'analyser, modifier ce qui marche moins et corriger les potentiels bugs que juste faire ce que tu sais qui fonctionne déjà. Et laisser quand même les bugs. Avec le backlash reçu, il fallait faire quelque chose et c'est après Syndicate qu'Ubisoft a pris une pause d'1 an pour développer Origins qui a vraiment été un vent de fraîcheur. Il me semble que le vent est froid. C'est venu avec un gros changement au format avec un gameplay réinventé, un univers beaucoup plus développé et des éléments RPG assez bien intégrés. C'est pas nécessairement pour tout le monde et même si certains fans préféraient l'ancienne formule, personne peut dire qu'il n'y a pas eu des gros efforts pour créer une expérience unique avec une série qui tournait en rond. Et depuis la sortie d'Odyssey, tous les jeux sont maintenant au moins espacés de 2 ans. Est-ce que ça a bénéficié la série? Oui et non.
C'est moins buggé, les univers sont plus développés, mais en vrai, les jeux sont souvent ultra répétitifs. Les développeurs n'ont pas vraiment profité du temps supplémentaire pour créer quelque chose d'unique et ils ont juste transformé un jeu de 20 heures en un jeu de 60 heures. Si Mirage a été un retour aux sources plus traditionnel, ça a été assez mal reçu. Le jeu est beaucoup moins complet et les combats sont aussi fluides que mon grand-père dans des escaliers. Par contre, sortir un jeu annuellement, ça n'a pas toujours été mauvais. Il faut pas oublier qu'à une certaine époque, un an de développement, c'était amplement suffisant pour construire un excellent jeu. Resident Evil est au moins un jeu de 1998 à 2007 et la plupart sont des classiques. Même le remake du premier jeu, sorti moins de 6 ans après l'original, peut sembler inutile, mais c'est un des meilleurs jeux de sa génération. Il y avait une bonne raison d'exister. Le créateur de la franchise trouvait que malgré le succès, sa première version rendait pas justice à sa vision et que la puissance moderne de la GameCube allait lui permettre de réaliser le jeu comme il le voulait. Cependant, pour moi, le meilleur cas de sortie annuelle, c'est peut-être la nostalgie qui parle, mais c'est Mario Party. C'est juste une série pour laquelle ça fonctionne bien. Les jeux essaient pas de cacher le manque de renouveau, de pointer des détails changés qui en vrai font rien pour améliorer l'expérience. Ici, c'est des nouveaux plateaux, des nouveaux mini-jeux et c'est tout. Et ça n'a pas besoin d'être plus, même si la forme reste identique, c'est assez différent, surtout que chaque partie est tellement unique vu l'aspect chance. Oh, ici je me suis fait baiser avec 5 tours à faire. Ici je me suis fait baiser avec 2 tours à faire. Et ici, je me suis fait baiser par une foutue étoile bonus parce que Waluigi a marché plus de cases que moi. C'est aussi une des séries où t'es le moins poussé à acheter tous les jeux. Si tu veux plus de Mario Party, prends-les tous. Si t'en veux seulement un, renseigne-toi pour prendre celui que tu veux le plus. Et si tu t'en fous, prends Super Mario Party. Bref, la série était vraiment un événement annuel de 1999 à 2005, mais c'est étrangement durant l'époque de la Wii qu'il y a eu moins de jeux alors que c'était pourtant la console de party idéale. La série aimait beaucoup les gimmicks, comme le micro créé pour la GameCube, donc la Wiimote aurait pu offrir des mini-jeux super créatifs. Sauf qu'après Mario Party 8 en 2007, il n'y a rien eu de 2008 à 2011. Mario Party 9 est seulement débarqué en 2012 alors que le hype de la Wii était mort depuis longtemps. Encore plus pour un jeu de groupe, c'est pas comme en 2006 où si tu proposais de jouer à Wii Sports, même les grands-parents avaient le feu dans les yeux. Finalement, c'était des cataractes. Non, en 2012, si tu jouais encore à la Wii, c'était seul et dans la honte. Mais la pause de 4 ans n'était pas vraiment un choix stratégique. Au contraire, ils ont arrêté au moment où ils auraient probablement fait le plus d'argent. En fait, Hudson Soft, le studio qui a créé la série, est en train de fusionner avec Konami, donc les Mario Party sont un peu tombés dans les limbes avant de changer de développeur pour ND Cube qui venait de faire en 2010 Wii Party. S'ils ont été capables de faire un bon jeu avec ces horreurs-là, imaginez ce qu'ils peuvent faire avec Yoshi. Maintenant, la série prend plus son temps. Ils ont essayé de changer un peu la formule, ce qui était stupide, mais depuis Mario Party Superstar, on semble repartir avec des bons jeux simples et efficaces. Bref, je pense qu'on peut enfin faire confiance à ND Cube. C'est eux qui ont fait le Welcome Tour de la Switch 2. Tout ça prouve que des bons jeux peuvent sortir de manière annuelle dans le contexte où la série n'est pas juste une usine à faire imprimer de l'argent. Parce que si on sent pas l'effort et qu'en plus le jeu est fait trop vite, ça devient évident pour les joueurs qui se sont fait avoir et même si ça vient de leur franchise préférée, ils vont finir par partir. Peut-être pas après une seule mauvaise expérience, peut-être pas après 2, mais après 3... Pas encore, sauf que là, après 4, ils vont se dire que la 5e fois, c'est mieux de pas être pareil parce que sinon, la 6e va probablement être l'avant-dernière fois qu'ils se disent de peut-être laisser une dernière chance au jeu. Oh cool, le prochain s'appelle Modern Warfare! J'adore Modern Warfare!